Je range mon bureau numéro 31. C'est un je range mon bureau un peu particulier, comme je l'ai déjà fait d'ailleurs pour la numéro 29, dans laquelle j'avais rangé les livres que j'avais utilisés pour préparer ma communication de Lyon le 13 novembre. Après avoir fait cette communication au retour de Lyon, et bien là, comme la semaine dernière a été beaucoup consacrée à la préparation de la conférence, en fait, de deux événements qui ont eu lieu vendredi dans le cadre du festival Plume d'Afrique. Tout d'abord la grande conférence plénière faite par Abdourahmane Ouaberi le matin, et puis l'après-midi, une séance en plus petit comité avec des étudiants du master recherche, des étudiants que j'ai en cours le vendredi après-midi dans le cadre du master recherche. Là encore, rencontre extrêmement fructueuse avec Abdourahmane Ouaberi, que je remercie à nouveau au nom du département d'anglais, au nom de Plume d'Afrique bien sûr, mais surtout en mon nom propre. C'était très agréable de le retrouver et de travailler avec lui. Et bien, qu'est-ce que j'ai besoin de ranger temporairement sur mes étagères? Eh bien, les livres d'Abdourahmane Ouaberi. C'est logique. Il y en a un qui d'ailleurs n'est pas là, c'est Mon nom est Aube, qui est son dernier recueil de poèmes paru en 2016, et qui est encore quelque part sur une table de chevet. Même pas d'ailleurs, au salon je crois. Bon, enfin, il y a des livres partout, c'est normal. Alors je les ai remis dans l'ordre chronologique, je vais essayer de leur retrouver une place sur les étagères, parce que c'est toujours le problème. Quand on enlève des livres d'une étagère, après on ne sait pas très bien ce qui se passe, et il y a des espèces de phénomènes un peu particuliers, un peu borgésiens, un peu danielewskiens, qui fait que bizarrement, alors qu'on n'a rien mis, ben finalement la place s'est comblée d'elle-même. Donc on ne sait pas trop, mais voilà, les livres d'Abdourahmane vont retrouver leur place, on ne s'inquiète pas. Dans l'ordre chronologique, eh bien, j'ai dit aux étudiants, principalement étudiants de première année, vendredi dernier, d'ailleurs vous pouvez retrouver une version presque in extenso de la conférence qu'a donnée Abdourahmane et présentée par moi sur la chaîne, Tanner45, donc il vous suffit d'aller voir sur la chaîne, ailleurs, hein, sur la chaîne, pas dans la playlist Je range mon bureau, mais dans le vrac un peu de la chaîne, cette conférence que j'ai mise en ligne samedi matin et qui a eu lieu vendredi. Mais je disais donc dans cette conférence, j'ai donné comme conseil de lecture, si on doit commencer par un livre d'Abdourahmane et qu'on n'est pas très lecteur, ou pas très africaniste, ou pas très littéraire, eh bien je pense que c'est celui-là qu'il faut lire. Abdourahmane a dit un kiff énorme, bon évidemment en mode autopromotion facétieuse ou humoristique, mais voilà, mais je maintiens ce conseil de lecture, c'est un livre de 2006, je vais en reparler dans l'ordre chronologique, mais voilà, c'est pas mon préféré, je l'ai dit clairement d'ailleurs, mais c'est un livre très agréable, très stimulant intellectuellement à plein d'égards, mais ce n'est pas mon préféré. J'aurais bien du mal d'ailleurs à dire si j'ai un préféré, un livre préféré d'Abdourahmane Ouaberi. On commence par les premiers livres publiés par Abdourahmane, la trilogie de Djibouti, dans l'ordre Le Pays sans ombre. C'était encore sous le format cartonné des éditions du Serpent à Plumes, un recueil de brefs textes, de textes fragmentaires, hein, très beau. C'est le premier livre publié par Abdourahmane. Allez, on va en lire un extrait à la page 119 dans le texte Brasero dans le ciel. Brasero dans le ciel, crépuscule écarlate, les fleurs d'ordinaire blanches ou diaphanes se couvrirent de pétales de sang. À l'heure où sort l'oryctérope, où un filtre d'ombre, cendre et bistre, voile le paysage, Bogoré s'avisa de se glisser à l'intérieur du campement de Raïsso. La nuit fut accueillie par un grand cri déchirant d'animal blessé qui se perdit aussitôt dans l'immensité alentour. Tout le troupeau sortit de sa torpeur crépusculaire. Ovins, bovins, cabris et camélidés prêtèrent l'oreille. Les chiens avaient, eux, déjà compris le danger. Les 4 frères sortirent du campement un homme qui perdait son sang à grands flots. Ils le déposèrent sous un acacia, le temps de fourrer leurs poignards dans les étuis, de se laver les mains et de sceller leurs chevaux. Aucun son ne sortit de leur bouche. Quelques instants plus tard, ils ramenèrent un cadavre dans le campement de la famille de Bogoré. Chabad, Kairé, Migan et Dembil virent la pomme d'Adam du vieil oracle fourré au pied tressauté. Silence de rigueur. Il a eu ce qu'il méritait. On savait ce qu'il voulait accomplir, on ne s'entiche pas comme ça d'une femme. Paix à son âme, dit Chabad l'aîné. Partez, ordonna Fourré Obsier, avant d'ajouter un proverbe toujours en vigueur. Un mort vaut beaucoup moins que la paire de sandales qu'il a sur lui. Et je ne me risquerai pas à lire la partie en Somalie, parce que je vais évidemment très mal le prononcer. Mais c'est voilà, le proverbe est donné aussi en Somal ou Somalie, vous l'avez là. Voilà. Et c'est intéressant parce que cette version, ce proverbe qui termine ce texte,
un de ces textes du premier recueil de nouvelles, de textes brefs de Abdurrahman Waberi, Le pays sans ombre. C'est un proverbe qui se retrouve en fait à 2 reprises au moins dans l'œuvre de Noureddin Farah, l'auteur somalien de langue anglaise. A man is worth, a man is worth less than his shoes. Voilà. Donc premier texte d'Abdurrahman Waberi, Le pays sans ombre. Deuxième texte. Là, celui-là, je l'ai en collection Motif, Cahier nomade, un recueil assez similaire dans sa construction. Et je vais lire un passage. Alors, il y a trace et il y a trame dans mon souvenir, je dis peut-être des bêtises. Oui, c'est ça, grand 1 trace, grand 2 trame. Et je vais lire un extrait. Un extrait de Chronique d'une journée d'Éden. Quand tout va de mal en pis, les filles de la piste se suicident par immolation. Notre chroniqueur national, aux doigts jaunis par la nicotine, assure que la recrudescence du suicide par immolation coïncide avec la diffusion par la télévision des célèbres images d'autocrémation des bonzes vietnamiens à Saigon à la fin des années 60. Sur la même page, on peut lire le trafic de neuroleptiques monte en flèche, les jeunes désœuvrés forment le gros de la clientèle avec les prostituées des deux sexes. La peur d'une nouvelle vague de séisme et la hantise du départ des militaires français sont plus forts que le reste. Conflits civils ou régionaux, chômage endémique, sécheresse, etc. Quête de sang pour un accouchement à haut risque. On recherche des chasseurs de polygone et un avaleur de vierges. Le sang du pays s'est changé en eau d'égout, etc. Pourquoi se refuse-t-on à ce que la vie d'autrui soit lisse et bien peignée? L'être humain ne serait-il qu'un corps en bonne marche? Pourquoi un malade n'est-il jamais assez écouté? Question sans réponse dans le journal. Je fais vite parce que j'essaie de faire bref, de faire aussi bref que possible. Là, je vais quand même parcourir une dizaine de livres, toute une œuvre. Voilà, donc... Le roman qui clôt la trilogie de Djibouti, c'est Balbala. Et Balbala, c'est le roman qui raconte un peu la guerre civile du début des années 90. Et je cite en fait la 4e de couverture, c'est le plus simple. Pour décrire la réalité tourmentée du pays dont il est originaire, Waberi déverse un océan de mots d'où émerge peu à peu une histoire qui pourrait être vraie. À Balbala, banlieue de Djibouti, pendant la guerre civile de 91-93, 4 personnages vont devenir l'emblème d'une jeunesse incarnant une nouvelle identité djiboutienne. Waïs, marathonien de renommée internationale, Yonis, le médecin, Dileita, fonctionnaire en rupture de banc et poète, et Anab, compagne de Yonis et sœur de Waïs. Ensemble, ils forment un quatuor subversif recherché par les autorités et éprouveront dans leur chair les limites de la liberté. Alors sachant que cette trame, qui dans la structure de l'écriture du texte est très très différente de ce qu'a fait Noureddin Farah, rejoint en fait le principe structurant de la première trilogie de Noureddin Farah, la trilogie des Variations on the Theme of an African Dictatorship, la trilogie africaine, 1979-1983 de Noureddin Farah, dans laquelle il y a, pareil, un groupe de 12, de 11 hommes et une femme, qui forment une sorte non, je dis des bêtises, c'était 9 hommes et une femme. Oh là là, je suis en train de me tromper sur Noureddin Farah, alors là, tout va bien. Comme quoi, c'est l'improvisation. Et donc ce quatuor subversif fonctionne politiquement à l'intérieur de la guerre civile de Djibouti, un peu comme la lutte contre le dictateur Siad Barré à l'intérieur de la trilogie, le fonctionnement narratif de la trilogie de Noureddin Farah. Je lis un passage du chapitre 17 de Balbala. Dileita se révèle toujours carnivore devant les remous de chair féminine. Sein tressautant pendant la marche, hanches qui tourniquent à vous donner le vertige, perles de sueur sur les joues des jeunes filles en fleurs, nuque tendue pour une caresse, épaules dénudées juste comme il faut. Âme reptile, attirée par la ripaille et l'éther des jours de fête et de fornication. Sa nature, sciée à cette terre du nord vorace et gloutonne, encline aux convulsions et à la longue dérive vers l'océan Indien. Une meute de sauriens, si pavanés dès les premiers âges géologiques, se nourrissant de poissons, de lézards, de singes et divers hominidés. Au débouché de la nuit, ils sortaient de quelques abysses inconnus jusqu'à ce jour, se dandinant sur leurs pattes grêles, surveillant les entours grâce à leurs grosses têtes qu'on dirait plantées sur un pilotis. La disparition des cumulus et des cumulonimbus était due
à nos égarements répétés depuis des siècles et des siècles. Ainsi, le lapin à 3 queues, les mollusques, les batraciens aux yeux mouillés, et même l'homme, n'avaient plus ni leur odeur, ni leur saveur initiale. Et je m'interromps parce que je ne peux pas poursuivre plus longtemps la lecture, mais c'est pour vous donner aussi une idée de l'écriture très très différente dans ce roman-là, des essais plus fragmentés de la trilogie, des 2 premiers tomes de la trilogie et des nouvelles. C'est un livre, là j'ai pas le temps et je sais pas quand je le prendrai, mais en me replongeant un petit peu, en refaisant ce parcours un petit peu transversal pour préparer la conférence, pour reparler et rediscuter un peu avec Abdourahmane, je me suis dit que vraiment Balbala c'est un roman que j'aurais vraiment envie de relire, ça fait tellement longtemps, ça fait 20 ans. Balbala, 1997, bah oui c'est ça, je l'ai lu à sa sortie ou presque, donc ça fait 20 ans. Ensuite, en l'an 2000, Abdourahmane Ouaberi a publié 2 livres différents, l'un toujours au serpent à plumes, Moisson de crâne, texte pour le Rwanda, et un petit recueil de poèmes, Les nomades de mes frères vont boire à la grande ours, et je vais lire un extrait de chaque, sans recontextualiser, si ce n'est pour dire que Moisson de crâne, c'est un texte que Abdourahmane Ouaberi a écrit comme d'autres écrivains. Il y a eu tout un projet, il y a eu Koulsi Lamko, il y a eu Media Mwangi, il y a eu Véronique Tadjo, bien sûr, Boubacar Boris Diop, et j'en oublie, qui ont, à l'invitation de Noki Djedanoum, fait un voyage, un séjour de travail et d'exploration autour du génocide rwandais, 5 ans après le génocide rwandais. Et donc ils se sont rendus sur un certain nombre de lieux particulièrement difficiles, on va dire moralement en quelque sorte, et historiquement, et donc ils sont tous revenus avec un livre. L'idée c'était que chacun devait témoigner. Et les chiens festoyaient, référence à Césaire, comme souvent. Chiens errants, mangeurs de cadavres depuis des semaines, striés de bourrelets, engraissés jusqu'au collet. Évitez de s'en approcher, facile à dire quand on ne peut plus faire 2 pas sans tomber parce qu'on a les 2 tendons d'Achille en médiocre état, et qu'on se demande comment ils n'ont pas cédé sous les coups de machette. Mamelles lourdes en ordre de marche, des femelles se déplacent sans leur ancienne grâce de canidés. Chiens porteurs de maladies, avides écumeurs de forêt, voleurs de corps, disputant les eaux aux charognards. Meutes, cheminant de carnage en carnage, de puits en puits, de marée en marée. Colonnes de chiens devenus fous, qui obstruent la crête des collines dès le petit matin. Museaux d'ombre et de sang. Gueules de faim. Coyotes, cerbères, lycaons, chacals, tout diable dépeupleur de la même engeance. C'est un extrait de Moisson de crâne, un livre qu'on ne peut pas facilement lire, dont on ne peut pas facilement comme ça sortir une page. Un livre très fort en termes de charge émotionnelle et réflexive autour du génocide rwandais. Un poème des nomades, mes frères, je vais le choisir court. Cerisier du Japon. Il pleut des fleurs, des pétales de sang coupés de lait. L'arbre à pain dans le jardin se rappelle à notre bon souvenir et paisiblement file sa laine de tous les jours. Je continue cette traversée rapide du grand fleuve Ouaberi. On ne sait pas ce qu'il nous réserve sur les prochains. Il y a peut-être 2-3 livres qui vont sortir dans les 2-3 prochaines années, donc on va attendre. Rift, Routerail, variation romanesque. Et ça, c'est quand Abdourahmane est passé dans la collection Continent Noir chez Gallimard. Il a publié Rift, Routerail en 2001 et Transit en 2003. Et Rift, Routerail renoue plus avec la structure archipélique, fragmentée, rhizomatique en quelque sorte. Rhizomatique dans un sens qu'on empruntera plutôt à Glissant qu'à Deleuze ici. D'une parole en archipel, d'une parole diffractée, écriture en fragments. Et je vais lire un extrait que j'ai failli lire lors de la fameuse conférence il y a 3 jours. Voilà, ça tombait pas bien. C'est sur la question de la saturation de l'intertextualité, parce qu'il y a eu à un moment donné, dans les débuts de l'œuvre d'Abdourahmane, et ça traverse encore un petit peu comme un courant, une sorte de
de bibliothèque portative qui ne cesse de s'exprimer ou de s'écrire ou de se transcrire dans les textes d'Abdurrahman. Et je le lis ici. Mes voisins de cabine sont des Australiens, très insouciants de leur dégaine. Lui enseigne la philologie à Melbourne. Il s'intéresse en ce moment à Pramudia Anantatur, a big writer from Indonesia. Elle a des vénules rosâtres sous la voûte des narines, les seins lourds des jeunes mamans, et serait photographe si j'ai bien compris leur accent de chiotte. Pourtant, tu sais bien que je lis les vrais grands auteurs américains. Philip K. Dick, Lovecraft, Stephen King, et même le facho de la LA, je veux parler de James Ellroy. Mais apparemment, l'accent australien, c'est du rail, c'est plus ardu que la lecture des romans de Joseph Theodor Konrad Korczynowski. J'ai eu le temps de noter quelques considérations artistiques très profondes et éloquentes sur le paysage. J'ai recopié pour toi une citation de Yehudi Menuhin qui vient juste de mourir. Elle te plaira, j'en suis certain. Elle dit « L'œil reflète le monde, l'oreille le pénètre en profondeur. » J'espère que ce qu'on fait ici dans ces vidéos, c'est aussi essayer de pénétrer le monde, ou en tout cas le monde des textes, le monde de l'écriture en profondeur. Même si là, je fais un parcours qui est plus superficiel, peut-être plus de l'ordre de l'œil d'ailleurs, c'est peut-être normal pour des vidéos, je ne sais pas. Le facho de LA, James Ellroy, moi j'ai jamais lu de James Ellroy, donc je ne peux pas dire. Il y a Lovecraft, ça pourra parler, ça parlera à François Bon, mais voilà, c'est pour montrer comment il y a soudainement cette espèce de name dropping, mais name dropping qui est quand même complètement assumé, et qui a en dessous tout un substrat, pourra aboutir à c'est plus ardu que la lecture des romans de Joseph Theodor Konrad Korczynowski. C'est Joseph Conrad, bien sûr, il reprend le nom polonais délibérément, bien sûr, hein, c'est une stratégie d'évitement, de collage, qui est aussi une stratégie de bricolage. Collage et bricolage. On y reviendra peut-être quand on parlera de Passage des larmes, qui est un livre sur lequel plane la figure un peu tutélaire, dissimulée, révélée, dissimulée de Walter Benjamin. Transit, d'Abdurrahman Waberi aussi, bien sûr, 2003, et dedans il y a une carte postale du Prieuré Saint-Côme, une exposition de 2007 au Prieuré Saint-Côme, quand Saint-Côme était un village, allez savoir. Je cachais, je cachais les livres que j'ai mis en avant, je ne sais pas si vous avez remarqué, je m'interromps parce que ça va dépasser en fait 19, les fameuses 20 minutes fatidiques, donc je vais devoir faire un montage et 2 fichiers, donc du coup je peux. Voilà, ça y est, c'est parti, c'est foutu. Je vais encore dégoiser. Non, je fais juste une petite parenthèse pour vous signaler qu'ici, il y a le Libéra de Robert Pinget. Le Libéra de Robert Pinget, c'est l'exemplaire dont j'ai dit que je l'offrais gratos, que je l'offre après tirage au sort, quand il y aura eu 15 commentaires sur la vidéo dans laquelle j'en parlais, dans la vidéo du projet Pinget. Sauf que, bah oui, ça fait plus d'un mois, ça fait 2 mois même, et ben, il n'y a pas 15 commentaires, donc moi je ne peux pas faire le tirage au sort, et je ne peux pas offrir le Libéra, il est là, il vous attend. Allez sur la vidéo en question et laissez un commentaire. Et puis l'autre, c'est un livre que j'ai reçu aujourd'hui, An Unkindness of Ghosts, de Rivers Solomon. Et je ne dis même pas pourquoi je lis ça. Voilà, parenthèse terminée. Transit, un roman, une chronique de l'exil, hein, une chronique bien sûr de la diaspora, comme on dit parfois pudiquement. Et ici, je ne me suis pas repéré de passage, mais après tout, on peut de temps en temps improviser. Awalé, chapitre 28. Moi aussi, je reviens de loin, j'ai arpenté les cailloutis, les déserts de sable, d'ergues et de règues, les flancs des monts chauves et les dunes rondes comme la bosse des dromadaires. Je me suis désaltéré avec la sève des tamaris et des aloès qui poussent dans le lit des oued. Un rien me rassasiait. Tapi dans le silence du désert, je me mouvais, tel le caméléon avec une lenteur de glacier. J'avais dans le sang l'économie requise du souffle, l'inquiétude de la sentinelle, le regard qui abolit l'horizon. Alors c'est pas génial ça donne pas envie de... Hein, ça c'est un début de chapitre quand même magnifique. Allez, on y va, transit, hein. Je sais même pas s'il est encore disponible. Comme j'ai oublié d'amener avec moi mon nom et Aube, eh bien, je ne vais pas le présenter aujourd'hui, mais je pense que je le présenterai au milieu d'autres livres dans une prochaine vidéo. Je range mon bureau, vu qu'il traîne actuellement au salon, je crois. Et on en vient aux 3 derniers, publiés à ce jour, aux États-Unis d'Afrique, Passage des larmes et La divine chanson. Et aux États-Unis d'Afrique, ça se résume relativement facilement. C'est une inversion
totale. C'est pas réellement une uchronie, enfin c'est une uchronie, je pense, je ne suis pas spécialiste de la question, mais c'est plutôt une sorte d'inversion du paradigme, à savoir que Abdourahmane, il est parti d'un principe relativement simple, c'est et si en fait le monde colonial s'était constitué à l'envers, si c'était l'Afrique qui avait développé un certain nombre de technologies, un certain nombre de conditions exploratoires de la navigation impériale, et si c'était l'Afrique qui avait colonisé le monde, et si au lieu d'avoir l'Espagne qui avait colonisé l'Amérique latine, et un certain nombre de nations européennes qui ont colonisé et l'Amérique du Nord et l'Afrique, s'il n'y avait pas eu le colonialisme en Asie, etc., qu'est-ce qui se serait passé? Bien, l'Afrique était au centre, c'est elle qui a les technologies, c'est elle qui a le pouvoir, c'est elle qui colonise tout le monde entier, et on se retrouverait aujourd'hui avec des flots de migrants venus d'ailleurs qui essaient de se précipiter vers l'Afrique, où se trouve le fric. Et donc du coup, il y a une fédération des États-Unis d'Afrique qui prospère, hein, je lis la 4e couverture, avec des centres boursiers, des mégalopoles, et donc voilà, donc Waberi construit un roman à partir de ce point de départ qui est évidemment très, très, très amusant. Je cite un extrait. C'est ainsi qu'elles sont parties les mains vides. Et il s'agit de réfugiés dont on ne sait même pas d'ailleurs si elles sont de Tbilissi, de Normandie ou de Winnipeg. Enfin voilà, on ne sait pas. C'est ainsi qu'elles sont parties les mains vides, sans même une aiguille en poche ou un châle sur les épaules. Elles ont mis 6 ans pour arriver dans ce pays. Et 8 mois pour se retrouver ici même, devant cette banque, au milieu de cette foule, qui ne se prosterne que devant le billet vert, la précieuse Guinée, qui lui permet d'engloutir les Magdiop par tonne et la bière Safari par hectolitre. Un jour, un mendiant, en te voyant, susurra à l'oreille de la vieille Mariette, elle sort d'où cette fille? Elle n'est pas comme les autres, elle a la teinte pâle du calcaire, et Mariette de faire la moue, son rictus de désapprobation signifiant c'est la fille de sa mère. Avant de lui rétorquer calmement, mais c'est une fille d'Adam et d'Ève, comme tout le monde ici-bas, chapeau Mariette. Tu l'as quittée en courant, tu as repris ton souffle entre la banque de Carthage et la boutique d'artisanat Ifriqiya, tu as parcouru le reste au pas de charge, Docteur Papa t'attendait, ou plutôt il t'appelait à distance. Tu le sais, tu le sens. J'ai choisi ce passage aussi parce qu'il y a Magdiop, que voilà, les McDo deviennent des Magdiop, donc tout est africanisé, tout est inversé par rapport à donc une sorte d'inversion complètement délibérée et totalement simplifiée dans ses formes géographiques, idéologiques du paradigme réel contemporain, et qui permet justement de construire aussi un roman qui est un roman de l'exil à l'envers. C'est vraiment réussi. C'est pas mon préféré, mais c'est réussi. Passage des larmes, pour essayer toujours de... Voilà, je déborde des 20 minutes, mais je vais essayer de tenir en dessous de la demi-heure. Passage des larmes, c'est un livre qui parle encore de Djibouti, qui est centré autour d'un homme exilé au Canada, en fait à Montréal, qui s'appelle Djibril. Et ce qui est intéressant en fait, c'est que il part en fait de deux principes fictionnels. Il y a la figure tutélaire de Walter Benjamin, j'en ai déjà parlé, je vais lire d'ailleurs un extrait dans lequel Benjamin, et justement la fictionnalisation de la vie de Benjamin est très présente. Mais il y a un autre principe qui est le principe d'écriture des enfants de minuit, de Midnight Children de Rushdie, puisque son personnage est né en fait le jour de l'indépendance de Djibouti. Et on le sait, ou peut-être qu'on ne le sait pas, Djibouti est un territoire déjà très petite taille, mais qui a été décolonisé bien plus tard que les autres, alors que la plupart des indépendances ont été déclarées et de fait ont eu lieu en 1960 pour le monde francophone et autour de l'année 1960 pour la plupart des pays d'Afrique noire. Djibouti n'a été décolonisé qu'en 1977. Et donc il part en fait de ce double postulat. Je lis un extrait du livre de Ben. C'est des chapitres qui s'appellent le livre de Ben et qui scandent le récit principal. Approchez Ben. Approchez doucement. Vous avancez dans la vie le pas lourd et le souffle coupé. Vos lèvres bougent. Vous parlez tout seul à moins de dialoguer avec votre ange gardien, votre double qui vous suit comme votre ombre jusque dans ce camp d'infortune. Certes, tout le monde sait que vous détestez les saints officiels, les grottes à miracles, les anges béats, mais nul ne comprend pourquoi vous traînez encore dans un Paris déserté par les anges. Qui êtes-vous?
Benjamin. Un saint homme qui déroule le fil d'Ariane de sa conscience? Un caméléon polygraphe et solitaire? Un savant affligé d'une immense tristesse qui doute de ses dons? Un esprit hors du commun qui se rappelle tout. Les grandes théories philosophiques, comme les mots d'ordre des grèves d'antan, ou les berceuses de son enfance berlinoise fredonnées jusque tard dans la nuit. Pas de cash, pas de style, juste un gros cœur qui bat, un cœur crème, un cœur coco. Dans chaque nouvelle période de vie, nous entrons les yeux bandés, vous ne dites rien, c'est bien ce qui m'inquiète. La vie ne ressemblera jamais à ce que nous en attendions dans notre prime enfance, jamais. Vous allez retrouver vos amis et renouer avec ceux mis à distance pour cause de fâcherie. Si vous avez la chance de sortir d'ici, il vous faudra quitter Paris. Et plus sûrement, le minuscule appartement de la rue Dombasle. Trop froid l'hiver, trop chaud l'été. Pas une once d'oxygène en suspens, ces derniers jours, dans cette pièce unique de la taille d'une cabine téléphonique située qui plus est dans une ruelle en pente. Vous ne vous en plaindrez pas car vous avez la tête ailleurs. Trop de choses à faire, des articles à écrire, des intuitions à forger, le feu de l'amitié avec Gershom Scholem à entretenir, des thèses à élaborer et l'adhésion de vos collègues à mendier comme un chien son collier. Et je m'arrête là dans la lecture, le chapitre n'est pas terminé, de Passage des larmes, la métaphore du chien, liée à Walter Benjamin, transition, 2015, non 2016, je vais dire des bêtises. Je me trompe à chaque fois. 2015, ouais. 2015, je me trompe à chaque fois. 2015, voilà. La Divine Chanson. La Divine Chanson chez Zulma, oui, j'ai pas dit les autres. Les deux précédents, c'était chez Lattès, hein, Passage des larmes, et aux États-Unis d'Afrique, chez Jean-Claude Lattès. Et donc, La Divine Chanson, chez Zulma, et d'ailleurs Zulma a republié aussi, je crois, aux États-Unis d'Afrique. Donc si vous achetez aux États-Unis d'Afrique, ça ne sera pas dans cette collection-là, ça sera chez Zulma. Oui, je disais le chien, pardon, et Benjamin. Eh bien ici, c'est le chat, je vais y arriver. On a un narrateur, chat. Et Abdourahmane Waberi en a pas mal parlé d'ailleurs avec les étudiants de master vendredi après-midi. L'idée pour lui, c'était de ne pas avoir un narrateur humain pour raconter Gil Scott Heron. Et Gil Scott Heron, si vous ne connaissez pas, je vous laisse googler et rattraper un petit peu. Gil Scott Heron, il est ici fictionnalisé sous le nom de Sammy Kamau Williams, avec une utilisation de Kamau qui est aussi un clin d'œil à Kamau Brathwaite. Bon. Et ce qui est intéressant dans l'utilisation du narrateur chat, c'était que pour Abdourahmane Waberi, c'était une manière de ne pas avoir un narrateur qui soit trop proche, qui soit pas dans le jugement subjectif humain. C'est-à-dire que là où un enfant, un parent, un proche, un employeur, un ami, une amante, etc., aura un point de vue subjectif, le chat lui permettait de mettre en place une sorte de fiction du double, dans lequel le chat est à la fois plus objectif que les humains et plus proche du personnage. Et voilà, et donc ça c'est le principe d'écriture, et ça permet à Abdourahmane Waberi de circonscrire un peu cette figure, toujours en utilisant une sorte d'éloulement fictionnel, mais la figure de Gil Scott Heron, et donc de cette figure un peu maudite, un peu mystérieuse, un peu maudite, consacrée et considérée comme un des pères fondateurs, un des ancêtres fondateurs du hip-hop, et qui n'a jamais été pleinement reconnu de son vivant, qui en tout cas est resté aux marges de la grande reconnaissance. Je hais les animaux de compagnie, les chiens fidèles à leurs propriétaires, les perroquets répétant à l'envi des bouts de phrases, les petits chats miaulant au coin du feu. Tout me rebute chez eux, et jusqu'à cette expression qui met l'homme au centre et nous ravale au rang de bêtes, sans tête ni relief. Je ne suis pas un chat de compagnie, je suis le double de Sammy Kamau Williams. Je lui ai donné mon âme, et j'ai calé ma respiration sur la sienne. J'accomplis l'œuvre que Lily Williams n'a pas eu le temps d'achever. Avant que je ne prenne sa place, Lily
a veillé sur lui chaque jour et chaque nuit que le souverain leur a prodigué. Elle l'a bichonné comme un prince jusqu'à ses 12 ans. Puis, ce qui devait arriver arriva sans que personne puisse y changer quoi que ce soit. Là-haut, Papa Legba, le messager, a ouvert une porte secrète. Là-haut, le majestueux l'a appelé auprès de lui. Lily n'est plus de ce monde, ou plus exactement, elle tourne en orbite autour de ce monde. Pour les incrédules, elle est morte. Au premier jour du printemps 1961. C'est écrit sur sa fiche d'état civil. Elle repose pour l'éternité dans un petit cimetière mangé par les mauvaises herbes. À Savannah, une grosse bourgade du Tennessee. Pas très loin de Nutbush, où la grande Tina Turner a vu le jour. Si j'étais sculpteur, je lui consacrerais un buste digne de Janus. D'un côté, la mère et l'épouse parfaite. De l'autre, la combattante et l'écorché, hanté par 7 démons. Voilà, là encore, le passage se poursuit, ce portrait de la mère de Sammy Kama Williams, avec comme point de départ l'auto-présentation du chat comme « je suis tout sauf un animal domestique, je suis le double de Sammy Kama Williams ». Donc ce portrait se poursuit. Mais voilà, c'est aussi pour donner une idée de l'écriture, pour donner une idée aussi de la grande liberté d'écriture d'Abdurrahman Waberi. Bon, j'espère que pour ceux qui auront écouté au moins partiellement cette vidéo, ça vous aura donné des pistes, ça vous aura fait entendre des thématiques. J'ai pas pu présenter vraiment les livres, c'était pas l'objectif, sinon il fallait 10 minutes pour chacun et ça nous a mené à, ben voilà, hein, il y en a 3, 5, je sais pas, 10 à l'aise, donc ça nous faisait une vidéo d'1h30, c'était pas le but. C'était vraiment pour faire des espèces de coups de sonde comme ça, à la fois une traversée chronologique, diachronique de l'œuvre, et puis des forages comme ça, ponctuels, des lectures un petit peu impromptues comme ça. Voilà, donc à vous de voir un petit peu, à vous de choisir, à vous de vous dire, ah ben tiens, celui-ci plutôt que celui-là pour l'instant. Et puis voilà, allez en librairie, allez en bibliothèque, lisez Abdurrahman Waberi et lisez les autres. Mais je vais peut-être continuer à faire ça de temps en temps, même sans le prétexte de je range mon bureau, faire des petits coups de sonde par auteur dans la bibliothèque. Ou, voilà. À suivre éventuellement. À bientôt et bonne soirée. Je ne sais pas quand je vais mettre ça en ligne.